Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Ouria Bentouami et donc mon intervention est le geste et la parole, l'archive impossible des corps marrons. Donc, je vais essayer de prendre le dernier fil de la discussion sur le marronnage. Alors, ce que j'aimerais développer aujourd'hui, ce sont donc les conséquences d'une hypothèse en fait sur laquelle je travaille depuis peu, à savoir l'idée donc que l'esclavage et la colonisation ont produit donc des formes spécifiques de dédoublement, donnant lieu à ce que j'appelle donc des corps doublures. Alors j'en rappellerai brièvement les présupposés avant d'arriver donc au cœur de ce qui constitue, j'allais dire, notre festival et notre colloque, à savoir comment donc penser le mouvement à même le corps, son désencerclement, avec cette spécificité particulière pour ce qui concerne mon approche, comment penser le désencerclement des corps lorsque leur dépossession a pris la forme d'une expropriation et le revêtement d'un corps autre que le corps doublure donc a pour objet de maximiser, de valoriser, afin de lui assurer donc une vie digne et prospère. Donc comment est-il possible de marronner hors du corps encerclé? Comment est-il possible de retrouver un geste et une parole qui, sans pour autant être authentique, puisqu'il n'y a pas quelque chose comme un retour à l'origine, authenticité, soit débarrassé de la ventriloquie grotesque auquel nous conduisent les formes de mimétisme colonial. Alors, le plan que je vais suivre est le suivant. Je commencerai par rappeler en quoi consiste ce dédoublement mortifère, plantationnaire, plantocratique et colonial. Et je montrerai ensuite comment ce dédoublement mortifère est venu interrompre des formes de dédoublement liées à l'ancestralité, au culte des ancêtres et des esprits, dont la circulation prend la forme d'une danse des âmes, avec l'idée même qu'une âme, dans ces conceptions-là, est inséparable de la danse. J'y reviendrai. Avant de voir donc ensuite, troisièmement, comment le vaudou haïtien est inséparable du marronnage et que le vaudou est une pratique de renouement avec un dédoublement bénéfique contre les dédoublements mortifères de l'esclavagisme. Voilà pour fermer le tout. Alors, tout d'abord, donc, qu'est-ce que c'est que ce dédoublement plantationnaire, etc. Alors, développer cette hypothèse déjà du dédoublement, c'est une manière de répondre à l'interprétation qui a pu primer dans certaines études sur l'esclavage et la colonisation concernant le mimétisme. Donc, on trouve ça notamment chez Homi Bhabha, où la mimicry, le mimétisme, est considéré comme une forme de répétition ironique, déplacée, qui caractérise la négociation ou l'arrangement, à la fois psychique et postural, toute l'attitude existentielle de l'opprimé, qui se retrouve dans une situation de proximité intenable avec l'oppresseur. Donc situation dans laquelle aucune échappatoire immédiate ne semble possible, si ce n'est précisément de faire semblant d'obéir, en répétant à outrance le commandement, en l'exagérant, jusqu'à faire éclater sa difformité pour qui sait lire évidemment ce signe. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est de revoir, de donner une autre hypothèse à la supposée répétition. Et deuxièmement, j'ai voulu, par cette idée de dédoublement, comprendre ce que l'on cite souvent comme une correction contre-anthropologique. Alors, je vais essayer d'être plus clair, mais Jean-Christophe Esmenaler a déjà parlé de la contre-anthropologie, mais je me réfère ici à la fameuse expérience malheureuse de l'anthropologue Linhart, qui, curieux donc d'évaluer l'apport du monde occidental chez les Kanaks, formule très connue, s'entendu répondre par le vieux mélanésien qui l'interrogeait « Ce que vous nous avez apporté, c'est le corps ». Alors de nombreuses interprétations ont été apportées, dont la principale est celle que les Kanaks, comme d'autres cultures dites traditionnelles, ces cultures ont un monde peuplé d'âmes, où l'individu est toujours plus que lui-même et englobe aussi bien terre, eau, forêt, que les animaux, les ancêtres, les esprits et l'ensemble de ce qui constitue le milieu cosmique. C'est donc dans la conception cosmologique de l'âme et la primauté des fonctions spirituelles dans la régulation de la vie et de la mort, des morts, que résiderait cette idée que le corps est une importation occidentale. Et donc lorsque le vieux mélanésien nous dit que c'est le corps qu'on lui a apporté, il ne dit pas que les mélanésiens n'avaient pas de corps avant cela, mais qu'il y a un rejet, une haine du corps qui caractérise proprement la culture occidentale chrétienne et qui était étrangère à la culture kanak, puisque celle-ci, au contraire, conçoit le corps comme un lieu métamorphique qui ne cesse donc de se métamorphoser au cours de la vie, et ceci dès la vie nocturne, pendant le sommeil, avec les rêves, qui sont compris comme des manières de sortir de soi et de se dédoubler, donc j'y reviendrai plus tard.
Alors cette interprétation anthropologique est tout à fait juste, mais elle est incomplète selon moi, au sens où elle peut être complétée par l'analyse de l'économie politique qui a sous-tendu ce déversement corporel. Pourquoi en effet a-t-on eu besoin de créer des corps vidés de leur substance, des corps dépeuplés, des corps vampirisés? C'est précisément pour les remplir avec d'autres corps dont ils devront prendre soin à la place du leur, et c'est ce que l'on appelle donc ordinairement l'assujettissement, mais avec cette dimension corporelle précise qui suppose donc la substitution des corps. Alors, l'idée principale donc, est que le dédoublement plantationnaire et colonial repose donc sur un endossement d'une corporéité étrangère par les corps vils. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont on considère des femmes et des hommes comme des substituts qui, bien que n'étant pas la même chose stricto sensu que la chose qu'ils remplacent, ressemblent à cette chose première qu'ils ont pour fonction de remplacer, selon un principe d'équivalence donc qui repose sur l'impossible individuation, l'impossible distinction. Ce qui va créer donc des formes spécifiques d'aliénation et de dénude de singularité, donc qui seront donc une des formes de la colonialité. Impossibilité a priori donc de distinguer entre eux esclaves ou indigènes, puisque tous entrent dans des chaînes d'équivalence. Ils peuvent tous se substituer les uns aux autres, c'est même le propre du racisme que de poser des équivalences au sein de groupes altérisés et infériorisés. Mais cela donc entraîne aussi, paradoxalement, en tout cas du moins en apparence, impossibilité immédiate de se distinguer dans son propre rapport à soi du maître ou de la maîtresse dont on est censé porter le corps ou les corps dépendants, comme les enfants, par exemple, on est censé prendre en charge les corps des enfants. Le dédoublement donc, opère donc une double substitution. Substitution des corps vils entre eux et substitution au corps des maîtres. Donc il s'agit d'un principe de substitution qui pose une équivalence fonctionnelle, organique, physiologique dans la plupart des cas, qui n'est pas équipotentielle parce qu'on ne pose pas d'égalité entre les corps. Alors, qu'est-ce que cette équivalence, donc? Cette homologie assumée des corps dans un système racial qui pose par ailleurs, et c'est fondamental, des différences somatiques radicales. Comment est-ce possible? Comment un principe de substitution est possible dans un système racial qui pose des différences somatiques radicales? Et qui, justement, qu'est-ce que c'est cette équivalence qui, au contraire, donc, ne produit pas de l'égalité entre les corps, mais au contraire, produit ou confirme les inégalités entre les corps, et donc c'est ce qui s'appelle la racialisation. Alors ce principe de substitution prend évidemment donc diverses formes, que sont le travail domestique, le travail sexuel, le travail du soin en général, le travail dans les champs, etc. Et l'idée principale est que le corps doublure doit d'une certaine façon disparaître pour réaliser au mieux la substitution, pour que la substitution soit au mieux réussie. Donc l'une de mes questions sera donc de savoir aussi ce qui, dans la substitution d'un corps par un autre, est invisibilisation, voire mutilation et destruction du corps doublure. Alors, l'une des thèses, alors j'avais déjà présenté ça ici, donc je le fais assez rapidement pour passer ensuite au dédoublement, disons, ancestral, mais la thèse que j'avance est la suivante, c'est que les corps doublures, donc les corps des esclaves, en l'occurrence, des indigènes, sont en réalité des corps sutures, au sens où ils permettent, par le dédoublement des corps, de résoudre les tâches que la modernité s'est données, par exemple, comment puis-je connaître, etc. Et pour pouvoir connaître l'homme, que puis-je connaître, comment connaître l'homme, eh bien, on a recours à des doublures, c'est-à-dire des personnes sur lesquelles, par exemple, on va expérimenter. Donc, et d'une certaine façon, les femmes, et notamment donc les femmes dites subalternes, seront aussi les matrices dans l'esclavage de doublure par la capture donc, de leur fonction reproductive. Donc, comme tu montres aussi très bien, Françoise Vergès, dans ton livre « Le ventre des femmes ». Donc, la suture, ici, ces corps doublures, donc, résolvent aussi les conflits liés au capitalisme et à l'hétérosexisme. Pour produire ce qui, pour le corps, est le plus pénible, donc on prendra plutôt donc, de la main-d'œuvre non blanche, de la main-d'œuvre pauvre, préalablement racisée et dévaluée, donc, afin d'avoir à disposition, évidemment, de la force musculaire gratuite ou peu chère.
De même, pour pouvoir se consacrer à la production, on déchargera sur les femmes les tâches de la reproduction et du soin domestique. Et les femmes elles-mêmes, alors a priori justement blanchies, c'est-à-dire devenues blanches, s'en déchargeront sur d'autres femmes subalternes qui s'occuperont du soin affectif, des enfants, des autres femmes, etc. On a ainsi toute une chaîne donc, du dédoublement qui suit une ligne de couleur, de classe et de sexe, et qui est une chaîne de dégradation ontologique, de la réclusion au non-être, de l'exclusion citoyenne politique et de l'exploitation économique, sexuelle et reproductive. Alors la réduction au corps, c'est le fait d'avoir importé ainsi le corps, a en fait à voir avec la colonialité du genre, à savoir avec la féminisation des hommes indigènes et la masculinisation, par exemple, pour ce qui est des femmes noires. Il se trouve en effet qu'en Europe occidentale, du fait de cette opportune homologie entre le corps et l'identité chez les femmes, au sens où être une femme, c'est n'être rien d'autre que son corps, sa physiologie, voire même son utérus, ses organes reproducteurs, eh bien le corps a fait l'objet d'une dépréciation, d'une capture et d'une mise au pas, aussi bien épistémologique que pratique. Donc les femmes ont été rejetées du côté du corps à discipliner et à soigner, les deux allant ensemble, le corps de la femme étant un corps malade. Et les hommes, donc, occidentaux évidemment, rejetés du côté de la raison à éduquer. Et dans ce schéma, donc, les hommes non blancs, asservis, colonisés, donc, furent rejetés du côté soit du féminin, du sexe malade, ou encore de l'hyperesthésie sexuelle. Donc, ce dédoublement, par ailleurs, ce qu'il est important de voir, c'est que ce dédoublement corporel induit évidemment un dédoublement psychique, un dédoublement de la psyché, typique des conduites névrotiques et psychotiques. Car si mon corps donc, est à la fois mien et autre, celui du maître notamment, qui est le soi, qui est le je, comment dire je sans se dédire, c'est-à-dire sans que ce soit le maître qui parle en mon lieu. Donc comment c'est comprendre cette littéralité, cette matérialité du je est un autre dans les situations d'aliénation spécifiques au différentialisme racialiste et au différentialisme sexiste. Alors, dans le cadre, donc, je disais, donc, d'une disqualification du corps dans l'avènement de la modernité européenne classique, l'une des solutions trouvées, ou du moins l'une des résolutions des contradictions que suppose la maîtrise de soi, de son âme, à travers la maîtrise de son corps et de ses passions, fut justement de se donner un corps extérieur. Ou pour le dire autrement, d'extérioriser, d'expulser sa propre corporéité en la faisant endosser par un autre. On pourrait ainsi dire que la réclusion domestique des femmes, par exemple, leur assignation à un rôle reproductif, était une manière de dire pour les hommes qu'ils faisaient « soit mon corps ». Et donc, y compris l'idéal ascétique est ce qui cherche à désavouer son corps en reportant sur d'autres corps, donc, la charge de la perpétuation de son existence, et donc elle n'est pas compréhensible sans cette possibilité de se donner, du côté du maître, un autre comme soi-même, ou plutôt un autre pour soi-même, brisant ainsi la logique de l'alter ego propre à toute définition de l'égalité entre ressemblants. Donc l'expression s'entend réciproquement. Si l'on prend la perspective du maître, donc de celui qui est dédoublé, qui se dédouble, qui va décharger son corps sur un autre, il s'agit bien de prendre un autre pour soi-même, qui soit dans une certaine mesure seulement un autre comme soi-même, puisqu'il faut bien un minimum de ressemblance pour que la substitution soit opérante. On ne va pas se substituer sur des animaux. Si l'on prend du côté de l'esclave, donc du corps doublure, qui prend en charge le corps des autres, il s'agit de se considérer, selon une stricte inversion, soi-même pour un autre, selon l'expression de Stuart Hall. Donc dans les deux cas symétriques, enfin d'une certaine façon si on peut dire, parce que ce n'est pas tout à fait symétrique, on inverse la dialectique de l'identité donc, que Ricoeur avait mise en avant et qui était de se prendre soi-même comme un autre et qui correspondait à la manière dont on se réfléchit, dont on se met en intrigue son identité. Ici, la constitution de l'identité, ce qui conduit à des formes d'aliénation très fortes, passe par la constitution à toute fin utile d'un autre à l'image de soi qui non seulement maintient une différence et une hiérarchie infranchissable entre le double et le doublé, mais qui, dans le processus même d'imitation, produit cette échelle et cette hiérarchie des dignités. Donc en réalité, il ne peut y avoir de mimésis, d'imitation, etc., que dans la mesure où il y a ce dédoublement qui produit de la hiérarchie entre les dignités.
Donc la manière de se maîtriser, de devenir maître de soi, qui est vraiment l'idéal de la modernité philosophique, on va dire, européenne, à partir du XVIe, XVIIe siècle, la manière donc d'être maître de soi sera la manière même dont on se donne un corps sans avoir à subir, évidemment, les affres de ce corps, donc la fatigue, les douleurs, se nourrir, etc. Donc je propose donc d'inverser l'interprétation traditionnelle du modèle corporel du gouvernement. On a eu souvent tendance à considérer, dans de nombreuses théories politiques classiques, que le gouvernement des autres, donc le gouvernement politique, prenait exemple sur le gouvernement de soi. C'est-à-dire que la bonne manière de gouverner les autres, c'est en se gouvernant soi-même. Donc je propose d'inverser cette hypothèse, et de dire, enfin cette thèse, qu'on retrouve vraiment dans beaucoup de théories de philosophie politique. Au contraire, concrètement, matériellement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu gouverner d'autres hommes pour se gouverner soi-même. Il a fallu donc, pour pouvoir maîtriser son corps, ses passions, eh bien, gouverner d'autres hommes. Donc, en mettant à jour les dispositifs donc, par lesquels les hommes et ensuite certaines femmes se sont déchargés de leur corps sur d'autres corps vils, eh bien, on peut voir donc comment le gouvernement des autres fut pensé comme un préalable au gouvernement de soi. Donc, ce qui se passe tout de même, donc je disais, je vais très vite, je dois arriver à ma deuxième partie, parce que là, je fais passer la redite d'une certaine façon. Ce qui se passe dans ce dédoublement des corps et qui est fondamental, c'est qu'il y a un désaveu qui est à l'œuvre. C'est ce que dit Judith Butler, par exemple, dans La vie psychique du pouvoir, mais aussi sur le livre avec Catherine Malabou qui s'appelle « Sois mon corps ». Ce qui se passe, effectivement, c'est que dans cette autonomie du maître, dans cette libération du maître de son propre corps par l'appropriation de corps autres, en réalité, ce que dit le maître, c'est « sois mon corps à ma place, mais surtout, ne me dis pas que tu es mon corps, ne me le rappelle pas ». Et il y a donc au cœur même du substitut, de ce principe de substitution des corps, un déni, donc une double violence que l'on ne se fait pas soi-même. La violence consiste dans le fait qu'on nie que notre corps, en fait, dépendant d'autres corps. Donc il y a la violence de l'appropriation des corps autres, et il y a aussi la violence du refus de reconnaissance du corps autre comme faisant partie de mon corps, comme me constituant, comme étant au cœur de mon identité et de ma survie, de ma tranquillité, de ma jouissance, de mon bonheur, etc. on pourrait dire. Donc, alors, quelle est la conception du double qui est ainsi imposée par cette modernité capitaliste et raciale et qui donc crée toutes ces chaînes de dédoublement? Alors, en philosophie, dans une certaine philosophie en tout cas, le double, la copie, est celle qui fait illusion, donc, dans le cas d'une dialectique des apparences. C'est ce qu'on retient souvent, par exemple, chez Platon, c'est-à-dire que le double, la copie, est celle qui se présente comme étant immédiatement la chose même. Donc, c'est ce qui constitue, c'est la possibilité toujours maintenue de la confondre avec la chose même dont elle est la copie. C'est pourquoi c'est toujours, donc la copie est toujours moins bonne que l'original. Dès lors, la bonne attitude éthique ou politique est de démasquer les impostures, c'est-à-dire les doubles qui ne s'avouent pas comme doubles, mais qui se font passer pour l'original. Et on pense notamment, d'un point de vue politique, si vous voulez, à la pratique qui consistait, par exemple, du temps de la ségrégation raciale aux États-Unis, à essayer de démasquer les adeptes du passing, de ceux qui franchissaient la ligne de couleur et se faisaient passer pour blancs, dont le masque blanc donc était une protection. Donc on retient de cette tradition philosophique que le double est doté d'un moindre être ontologique, d'une moindre valeur, et qu'à ce titre, il est dispensable. On peut s'en dispenser. Son existence et sa valeur ne sont que des êtres d'emprunt. C'est l'eidolon, par exemple, chez Platon. Sa valeur ne lui vient que de l'original. Ce ne sont donc que des substituts qui ne peuvent se suffire à eux-mêmes. Le seul bon double, chez Platon, la seule bonne image qui puisse exister, c'est l'eikon, c'est-à-dire c'est celle qui assume sa fonction de renvoi vers son modèle, c'est-à-dire qui s'avoue incomplète. Mais la doublure, c'est aussi, et donc moi je l'entends aussi comme ça en tout cas, comme on l'entend au cinéma, ce qui peut revêtir l'apparence de l'original pour décharger l'original du risque porté à son propre corps. Et notamment donc la menace de la mort, évidemment, puisqu'il y a des assurances énormes donc, sur les têtes d'affiche, on va dire.
Donc la doublure en ce sens-là renvoie donc à l'exposition de son propre corps afin donc de conserver d'autres corps qui, eux, méritent, ont de la valeur et doivent absolument rester en vie, survivre en tant que tels. Alors j'en arrive à mon deuxième point, désolé pour le pas de course. Donc quelle est la conception, entre guillemets, traditionnelle du double que la production de corps doublure tente de détruire? Donc, alors cette conception du double, en fait, c'est celle qui est insérée dans l'ancestralité et dans une compréhension labile du corps et du monde. Revenons à la réponse du vieux Kanak et à l'interprétation anthropologique qui en a été donnée. La notion de double et de dédoublement est ici insérée en réalité dans un nœud de participation, de lien, qui fait que le corps en réalité n'est jamais à soi. Notre corps ne nous appartient pas dans cette culture d'une certaine façon. Comme le rappelle Roger Bastide dans son introduction à la notion de personne en Afrique noire, le Mélanésien, dit-il, ne se concevait pas autrement que comme un nœud de participation. Il était en dehors plus qu'en dedans de lui-même, dans son totem, dans son lignage, dans la nature et dans le social. Ce que le chrétien lui apprend, je cite toujours, c'est de couper ses altérités pour découvrir son identité, et cette identité est marquée par les frontières de son corps qui l'isolent des autres corps. Donc, comme le dit très bien Bastide, donc, ce dont est privé le corps assujetti, c'est en fait de l'ensemble de ses altérités. Et on lui donne, d'une certaine façon, on lui appose une identité. Donc le dépeuplement des corps, c'est vraiment ça, c'est l'évidement des corps, passe d'une certaine façon par l'apposition d'une identité et un déni d'altérité. C'est-à-dire qu'aussi on a souvent tendance à considérer le racisme comme une manière de créer des personnes autres, etc. Certes, mais il y a aussi cette dimension fortement anthropologique très forte qui est justement la négation de l'altérité qui préside justement à des manières de se rapporter à soi comme étant justement toujours plus que simplement son corps ou soi-même. Donc le dédoublement dans ce cadre anthropologique correspond à toutes les manières d'être autre, de se transformer, de quitter son corps, qui sont autant de voyages, d'itinéraires et de danses, si bien qu'être, c'est être en mouvement et devenir autre. Si bien que d'une certaine façon, comme le dit encore une fois Bastide, la société africaine est un ordre d'interrelation entre des personnages et non des individus. Et il ajoute, alors de manière peut-être un peu essentialisante, que saisir l'Africain comme personnage, c'est le saisir comme masque. Alors il faut bien entendre, faut faire attention justement à ne pas se méprendre sur la notion de personnage ici et sur l'apparente exclusion de l'individualité, de l'identité africaine. En effet, personnage ici renvoie à deux idées. La première est que chaque individu est le représentant de quelque chose de plus que lui. Il représente quelque chose, en l'occurrence une postérité divine, animale, ancestrale. Chez les Luba, par exemple, cette postérité en double est traduite en termes de poursuite ou d'accompagnement. Les Luba disent exactement qu'un esprit ou un défunt suit un enfant. Ce rapport de contiguïté se manifeste par l'homonymie et la protection. Le même mot Ngudi désigne ces doubles relations donc privilégiées qui relèvent clairement du parrainage. C'est pourquoi il est dit aussi que la fonction du nom chez les Luba semble être de transformer la personne en personnage. Et le sobriquet est d'une certaine façon un masque, engageant la personne dans le présent, dérobant aux atteintes de la sorcellerie le personnage secret inséré dans la trame des ancêtres. Donc ça, c'est donc une première manière d'entendre le personnage. Et deuxièmement, l'idée de personnage renvoie aussi à l'idée que les statuts de la personne sont labiles, changeant au gré des doubles qu'elle incarne. Et de fait, par exemple, la transe dans les cérémonies de possession divine, par exemple chez les Yoruba, met en évidence la liaison étroite entre la personne Yoruba et ses ancêtres. Et l'état de transe exhibe chez le danseur possédé les caractéristiques qu'avait l'ancêtre qui l'habite. Et troisièmement, on pourrait dire, les personnes sont dites aussi des personnages et des masques, au sens également où l'âme n'est pas intérieure, mais comme le dit donc l'anthropologue qui est souvent cité là-dessus aussi, James Fraser, l'âme est extérieure, car elle est liée à un totem extérieur. Donc la manière d'être soi-même est en fait la manière d'être en dehors et différent de soi-même.
Et on retrouve de ce fait l'idée d'un double en forêt ou d'un jumeau en brousse, la forêt ou la brousse étant justement l'espace de la réalisation des altérités par excellence, et donc, par conséquent, de son soi profond. Être coupé de la forêt, donc avec tous les projets de déforestation et tout, on peut imaginer, c'est être coupé de ces doubles, et notamment être coupé des doubles que sont les arbres. Comme, par exemple, le Monte Françoise héritier chez les Samo du nord-ouest de la Haute-Volta, la figure du... Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, parce que je ne savais pas très bien le lire, en fait. La figure du maire, du double, ce qui veut dire double, est fondamentale. Car maire, dit-elle, donc double, est ce qui est immortel dans l'homme. Tout a un maire, tout a un double, les plantes, surtout les grands arbres, dit-elle, mais aussi l'argile et le fer. Et chose importante, on ne peut pas comprendre le double sans ces pérégrinations nocturnes dont l'homme prend relativement conscience, donc par les rêves. Et pendant ces sorties notamment, il peut être l'objet d'attaques de sorciers qui eux-mêmes sortent donc sous la forme de doubles. Et lorsqu'une personne meurt, son double la quitte et au bout de plusieurs morts successives, le double se retrouve dans un arbre. Donc l'arbre est vraiment en fait la figure à la fois donc, des morts, des doubles et des ancêtres. Et de manière générale, l'incorporation des doubles passe par la nomination. D'où la dation de plusieurs noms. Par exemple, les Yoruba reçoivent de 3 à 4 noms, dont un nom d'Orisha. Et chaque incorporation de double fait l'objet d'une initiation. Donc, je recite encore là-dessus Bastide, les noms donc ne créent pas la personnalité, mais ils donnent le scénario pour incarner un personnage et pour être à la hauteur de ce personnage. Donc, les noms prennent une valeur particulière dans des sociétés basées sur l'oralité, où un grand pouvoir est attribué à la parole agissante et qu'on va retrouver du coup dans les danses, et notamment, je vais revenir à la fin, donc dans le vaudou. Les noms, ils sont considérés comme de véritables locutions incantatoires, douées de pouvoir et capables d'influencer le futur. Donc la parole n'est jamais pure instantanéité, mais déroulement diachronique d'un cycle de vie et de mort. Donc le principe d'unité n'est pas le corps, puisqu'il y a plusieurs âmes corporelles, et ce n'est pas non plus une âme au sens stricto sensu, puisqu'il y a plusieurs âmes spirituelles, la force vitale, l'ombre, le double, etc. Alors il y a bien sûr des formes pathogènes de dédoublement au sein de ces systèmes cosmogoniques, et de fait les médecines traditionnelles chamaniques sont aussi destinées à permettre la réintégration de l'esprit extériorisé, notamment pour éviter la dévoration sorcellaire nocturne. Et ça se fait notamment au moyen de danses nocturnes. Alors, j'arrive à ma troisième partie, je vais aller vite. Alors, qu'est-ce qui donc de ce dédoublement ancestral, animal et cosmique, a subsisté dans la déportation des Africains et de leur culture dans le cadre de la traite négrière? Alors c'est un grand débat, moi je ne vais pas rentrer dans le détail du débat sur la survivance culturelle après ce qu'on appelle donc, le voyage, le passage du milieu, la recomposition des traditions perdues. Mais ce qu'on peut dire toutefois, c'est que d'une certaine manière, le dédoublement ancestral, rituel, a pu être réactivé à travers des danses de trance qui ont permis de résister à la disparition programmée donc, par le dédoublement mortifère de l'esclavage et de la colonisation. Alors pour ce faire, j'aimerais évoquer donc, rapidement l'exemple archi connu, je ne sais pas s'il y a encore Laënnec Urbon, non, il n'est plus là, il est parti. Il avait peut-être dû en parler du coup, de la cérémonie donc, du bois caïman à Haïti en 1791. Je ne sais pas s'il en a parlé. Bon, bah du coup, il en a parlé. Bon, je reprends de toute façon ces analyses. Donc c'est une cérémonie, pour ceux qui n'étaient pas donc, à l'intervention de Laënnec Urbon, vaudou donc, qui est censé s'être déroulé donc, le 14 août 1791 sur une habitation, l'habitation Choiseul, donc à Saint-Domingue, donc la future Haïti, près du Morne Rouge. Il a concerné donc environ 200 esclaves. Donc, il y avait des esclaves domestiques, il y avait aussi des esclaves marrons, des esclaves qui venaient de divers ateliers, etc. Et ils se réunissent donc au cours d'une cérémonie vaudou, donc, qui est organisée, disons, autour d'une figure, on va dire, un peu charismatique, qui est celle de Boukman, et pour préparer donc un soulèvement général. Donc, si on est dans le contexte, c'est la Révolution française, donc il y a toute la répercussion, disons, des événements
en métropole, qui se trouve ici, donc d'une certaine façon mise en scène, et c'est ce qui va préparer en fait la formidable insurrection donc, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, et qui est considérée véritablement comme le départ de la révolution haïtienne. Donc les esclaves contre, l'occurrence, le système plantocratique. Alors, donc, si pour dire rapidement, en fait, il y a une première donc, occurrence de cette cérémonie dont il est dit souvent qu'elle n'a pas existé. Donc, parce qu'il n'y aurait pas du coup d'archives en tant que telle. Et ce que montre bien justement la Laennec Urbon, c'est que dès la première occurrence de cette cérémonie, c'est un médecin français qui se trouve à Saint-Domingue et qui fait le récit, alors le récit complètement effrayé de cette cérémonie, qu'il tiendrait des esclaves qui auraient assisté 20 ans plus tôt à cette fameuse cérémonie. Alors, pour citer en l'occurrence, donc ce médecin s'appelle Antoine Dalma, voici le récit qu'il en fait. Donc il faut le prendre avec évidemment aussi des pincettes, parce que il le raconte depuis l'épouvante que cela lui fait éprouver d'une certaine façon. Alors, les principaux meneurs célébrèrent une fête de sacrifice au milieu d'un terrain boisé et non cultivé de l'habitation Choiseul, appelé le Caïman, où les nègres se réunirent en grand nombre. Un cochon entièrement noir, entouré de fétiches, chargé d'offrandes et de fétiches plus bizarres les unes que les autres, fut l'holocauste au tout-puissant génie de la race noire. Les cérémonies religieuses que les nègres pratiquaient en l'égorgeant, l'avidité avec laquelle ils burent son sang, le prix qu'ils mirent à posséder quelques-uns de ses poils, espèce de talisman qui selon eux devait les rendre invulnérables, servent à caractériser l'Africain. Il était naturel qu'une caste aussi ignorante et aussi abrutie préluda aux attentats les plus épouvantables pour les rites religieux d'une religion absurde et sanguinaire. Et toutes les occurrences comme ça qu'on a tout au long du XIXe siècle insistent donc sur le côté sanguinaire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une reconstitution par exemple Aimé Césaire sur Toussaint l'Ouverture, et qui lui donc rappelle que c'est une cérémonie où les dieux d'Afrique furent invoqués, notamment furent invoqués notamment donc par Boukman. Esprit bénéfique Mbumba, ouvre l'intelligence au noir, arrête, extermine l'Européen, arrête, extermine ce sorcier. Donc le sorcier blanc qui justement donc vide les corps et les esprits des esclaves. Et Aimé Césaire précise que Mbumba constitue un nom bénéfique qu'on attribue à un enfant survivant dans les familles qui ont été sévèrement éprouvées par de nombreuses mortalités infantiles. Et il s'agit en fait de surnoms destinés à assurer une protection toute spéciale à leurs porteurs. Alors, l'interprétation que donne Césaire de cette cérémonie est très ambivalente, puisqu'il dit que le moment Boukman, c'est le moment où l'insurrection nègre, emportée d'un seul élan, aurait pu vaincre d'un coup, le moment de l'inspiration fiévreuse et du prophétisme. Mais en réalité, dit-il après, c'est Toussaint l'Ouverture qui vraiment a élevé le niveau militaire et politique de la révolte. Donc il considérait qu'il y avait quand même une certaine forme, disons, d'immaturité dans la forme politique. Mais toutefois, on ne peut pas quand même nier l'importance du vaudou dans l'insurrection, et c'est évidemment tous les travaux donc, de la Laennec Urbon là-dessus. Il indique, alors bon, je vais que le répéter, il a certainement dû le dire, qu'il y avait deux indices au fait, donc à l'importance du vaudou dans les formes de résistance, esclaves. Et notamment, il dit, le premier indice, c'est la manière dont les observateurs coloniaux, comme le père là-bas, rapportent justement les danses, et notamment donc, les danses aussi liées au vaudou, des esclaves. Donc c'est tout, il rapporte la passion manifestée pour les danses organisées loin du regard des maîtres, donc les soirées du dimanche, les jours de repos, etc., donc les fameux calendas, et qui, selon ces observateurs, sont de vrais lieux de conspiration. Et le deuxième indice, c'est l'autre préoccupation constante des observateurs, c'est l'organisation d'obsèques par les esclaves pour, pour leurs compagnons, leurs camarades décédés. Et notamment, c'est le fait, dit la Laennec Urbon, qu'ils fassent
de quantité de chemin, disons, pour une simple veillée de mort. Et c'est toujours l'occasion, ces veillées de danse qui rappellent les coutumes africaines. Alors pourquoi est-ce que ces danses et ces cultes de mort sont considérés comme de dangereuses conspirations? C'est parce que, précisément, ils voient très bien que l'acte d'inhumation, par exemple, est une revendication, si on peut dire, fondamentale de l'humanité des esclaves et de rattachement, justement, aux ancêtres, aux divinités de son lignage, contre la mort sociale de l'esclavage. Et l'autre aspect important, c'est que le vaudou vient, selon Urbon, véritablement, leur lieu d'expression le plus abouti vient des camps marrons. Et il y a donc de nombreuses informations, dit-il, dans l'ouvrage de Moreau de Saint-Méry sur le vaudou, où lui-même, donc qui était Moreau de Saint-Méry, était vraiment un avocat martiniquais qui a produit donc de nombreux travaux sur l'esclavage au XIXe siècle, et qui donc notamment a écrit sur le vaudou, et qui lit lui-même explicitement marronnage et vaudou. Donc il faut se méfier du vaudou parce que c'est pratiqué par des marrons, et notamment il y a un esclave marron qui était bien connu pour lier à la fois vaudou, marronnage et puis donc du coup révolte des esclaves. C'est Macandal qui avait donc développé plusieurs pratiques de résistance, d'abord dans les plantations, notamment avec des empoisonnements ciblés, et qui, quand il fut capturé, donc fut jeté aux flammes, dont il a réchappé. Il a eu une réputation d'homme doté de pouvoirs surnaturels, capable de se transformer en animal. Donc ça, je le tiens aussi de Laënnec Urbon. Alors, ce qu'on voit ensuite, c'est que l'insurrection du 22 au 23 août 1791, pourquoi est-ce qu'elle est remarquable? Parce qu'elle a radicalement changé le rapport de force dans la colonie, avec donc des plantations qui ont été du Nord, qui ont été incendiées, vraiment ça semé une véritable panique chez les colons blancs, donc qui ont conduit à des formes de négociation. Donc ce qu'on voit en conclusion, c'est que le vaudou donc, est indissociable du marronnage et que celui-ci donc, constitue une véritable interruption donc, du dédoublement mortifère plantocratique. Le marronnage donc, prend appui pour cela sur des formes de dédoublement ancestral afrocentré, bien que reconfigurées, syncrétisées avec des formes rituelles chrétiennes ou autochtones. Ce qu'il importe de voir, c'est que ce dédoublement bénéfique du vaudou et des calendas est précisément ce qui permet de répéter au sens théâtral la révolution, c'est-à-dire quand on fait une répétition avant la grande scène générale, de la murmurer dans l'intimité d'un muscle, comme disait Elsa Dorlin la semaine dernière. Et donc ces pratiques rituelles de dédoublement permettent de ruminer la révolution, c'est-à-dire d'entretenir la rumeur et la peur d'un déferlement des esclaves. Merci. La parole est donc à la salle pour les questions. Oui. Pour moi, il y a une forme de généralisation abusive un peu de la question de la doublure et un peu un désancrage par rapport au récit même, aux cosmologies même du vaudou. Les discours, je ne pense pas que Docamo, enfin le travail de Maurice Lénard, soit le meilleur pour aborder. On avait justement il y a quelques jours Laënnec Urbon avec Jean-Yves Blot par rapport à la question du vaudou. Ça aurait été intéressant qu'on discute ensemble de ça. Par ailleurs, je pense que c'est important aussi de rappeler le travail fondateur d'Elsa Dorlin sur la matrice de la race. Oui, c'est complètement... Oui, non, mais c'est quand même fondamental. Là, vous reprenez des choses qui, pour moi, sont... Elle est citée, je ne l'ai pas citée voilà. comme ça, mais elle le pareil. sait. Vous citez Stuart Hall, tout un nombre de questions, comme s'il n'y avait rien eu en français sur ces questions-là. Non, non, du tout. Je citais Françoise Vergès, je citais Elsa à la fin. Elsa, elle est moi, là. j'ai fait un travail sur le zombie, j'ai fait un travail sur ces questions-là, y compris sur la révolution haïtienne, la façon dont c'est travaillé de l'intérieur par le marronnage. Je vous ai cité aussi, dans un autre, pas là, mais dans un autre. Enfin, je ne voulais pas citer tout le monde. Pour moi, il faut revenir. Là, pour moi, le problème, c'est dans la démarche elle-même, qui pour moi est typique d'une certaine philosophie de surplomb. À la force, il n'y a plus grand-chose à voir en fait, avec la contre-anthropologie que développent justement les afro-descendants.
à travers les discours, à travers les récits de zombification, et qu'on trouve aussi en Afrique, justement. Il y a des penseurs africains d'ailleurs qui en parlent. Il y a aussi il y a la question de la sorcellerie de l'Ekong, notamment au Cameroun. Donc ça, c'est pas Yoruba d'ailleurs. C'est faut rappeler. Non, mais c'est important parce qu'on parle la question du zombie. Cette figure-là, elle est vraiment liée au monde en particulier. Bon, ça c'est mélangé à Haïti, mais il faut prendre en compte aussi ce qui se développe sur les côtes ouest africaines, notamment du côté du Luango, du Congo, du Cameroun, d'Angola, où cette figure, elle est la même qu'on retrouve de l'autre côté en fait, dans les Amériques. Et comment dire, ce que vous développez, c'est un aspect des choses, mais c'est pas le seul en fait. Et la façon dont vous développez ça, on dirait que toute la figure du zombie se focalise sur votre point de vue. C'est pas vrai, il y a une polyvalence en fait, des usages et des significations de la figure du zombie. Sinon, il n'y aurait pas d'épidémie de zombies aujourd'hui en Afrique du Sud. Sinon, on ne continuerait pas à parler de zombies au Cameroun, ou d'ailleurs le mont Coupé, c'est-à-dire le mont Cameroun. C'est un des lieux de destination des zombies. La sorcellerie de l'Ekong, de la richesse, née avec la traite négrière. Et donc c'est une réfraction dans l'imaginaire social de ces sociétés. C'est une façon dont on va puiser dans les fonds symboliques de cette société pour comprendre ce qui se passe, comment apparaît d'un seul coup cette richesse, parce que la sorcellerie traditionnelle, entre guillemets, c'est celle du ventre, hein, c'est pas la même. Aujourd'hui, on prend le principe vital, en effet, la sorcellerie, c'est une dévoration de l'âme. Donc on prend le principe vital, la personne tombe en narcolepsie, on l'enterre, on la ressort et on va la faire travailler sur des plantations invisibles. Que ce soit à Haïti ou que ce soit en Angola. Et un des lieux de plantation invisible en Afrique, c'est le mont Cameroun. Et aujourd'hui, ce n'est plus la destination finale des zombies, parce qu'il y a une intégration de la globalisation capitaliste. Ça nous parle aussi des modes d'exploitation et aussi de la violence néolibérale. Aujourd'hui, le mont Cameroun, c'est un hub. C'est un lieu de réexpédition des zombies sur l'ensemble de la planète, en fait. Enfin voilà, j'aurais encore d'autres choses à dire, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention si vous faites de l'anthropologie. Parce que je suis désolé, vous prenez des. Il faut respecter les sources aussi, il faut respecter les espaces. Là, à la fin, ça se mélange énormément. Alors, merci pour votre intervention. Alors, je nie absolument pas les sources françaises, ni les sources africaines, par ailleurs, en anthropologie, sur ces questions-là. Je ne peux pas citer tout le monde, et elles sont en dessous, en lecture. Enfin, elles sont dans mon texte, mais elles sont, je ne peux pas à chaque fois rappeler tous les noms, etc. Après, c'est une volonté de compréhension, de théorisation, de compréhension d'un phénomène global, mais qui évidemment est ancré dans des spécificités locales, avec des aires, bien sûr, des aires géographiques, des séquences historiques très particulières, etc., sur laquelle, c'est un travail beaucoup plus gros, hein, sur laquelle je m'arrête à plusieurs reprises, mais c'était là pour donner justement une trame de compréhension d'une certaine façon de ce que fait le capitalisme racial, et en l'occurrence, pour moi c'est très fort, c'est qu'il crée toutes ces formes de dédoublement qui conduit véritablement à la colonialité dont on a parlé, la colonisation des esprits, c'est vraiment ça que ça crée. Alors après, effectivement, j'ai employé le terme justement de zombification, de zombies, etc. Oui, c'est ce que ça crée, justement, d'évider comme ça des corps et de leur redonner de leur faire endosser un autre corps qui n'est pas le leur. Et donc évidemment, il y a énormément de travaux, Patricia Mouza, etc., dans l'anthropologie sur ces questions. Des artistes comme Franck Etienne aussi. Mais bien sûr, mais bien sûr, c'est d'une richesse, j'aurais pu le développer, etc. Simplement là, j'essaie de donner une trame générale qui permette une compréhension de ces choses-là, mais je ne nie absolument pas la singularité, ni les circulations. J'ai dit d'ailleurs que je ne revenais pas sur l'ensemble du débat des circulations
sur qu'est-ce qui voyage avec les esclaves, donc de leur tradition, comment est-ce que les formes de reconfiguration, etc. Bien sûr que je pourrais m'arrêter à un moment précis dessus, mais vraiment, enfin, je trouve que tous les travaux là-dessus, y compris chez les artistes, chez les écrivains, etc., et c'est passionnant, et je les lis, et je les travaille, hein, de fait, il n'y a pas de souci, mais mon approche, c'est vraiment d'essayer de comprendre. Encore une fois, c'est la grandesse du dédoublement jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'approprie des corps, comment on se décharge de nos corps, y compris nous-mêmes d'ailleurs, hein, sur d'autres corps, pour que l'on puisse, d'une certaine façon, être en bonne santé, être nourri, etc. Et les effets que ça produit. Les effets que ça produit sur les corps qui sont ainsi les corps doublures, dévastateurs, je le disais, au niveau psychique, mais pas que, évidemment, au niveau physique, c'est des êtres pour la mort, d'une certaine façon, donc qu'on laisse corps déchets, etc., qui rejoignent d'autres analyses. Donc, je ne vais pas citer tout le monde, hein, sur Bembe, tout ça, mais ce que dit Françoise également dans Le ventre des femmes. Donc tout ça, évidemment que c'est présent, il n'y a aucune volonté de faire un méta-récit, de revenir au grand récit que justement on tente dans la perspective décoloniale de déconstruire. Mais c'est une clé de compréhension, c'est tout. Ça se veut une clé de compréhension, là où d'autres je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau, où d'autres ont déjà pensé, j'allais dire l'exploitation c'est pas nouveau, je veux dire, on l'a déjà pensé, mais c'est une manière de le comprendre qui mette des liens en fait, qui mette des liens entre plusieurs interprétations qui ont déjà été données, donc notamment donc, par exemple l'interprétation d'un Homi Bhabha, donc l'interprétation très psychologique parfois, et là donc de lier tout cela, interprétation anthropologique, avec l'économie politique, donc véritablement avec la manière dont le capitalisme racial s'est développé. Donc c'est pas parce que j'imagine que peut-être là où vient la réticence de votre part, c'est que je cite peut-être effectivement Roger Bastide, Françoise Héritier, plutôt que effectivement Patricia Nga, etc., que d'autres, mais ils sont présents également. C'est pas du tout que j'ai absolument pas de et enfin il y a Elsa Dorlin et elle est partout, enfin, il n'y a pas de souci avec ça, donc c'est au contraire, pour une fois que je ne la cite pas, enfin, d'une certaine façon, hein, c'est vraiment ça. Vous l'êtes également. J'ai fait un travail sur le marronnage, sur le féminisme marron. J'ai lu vos travaux sur le marronnage. Donc tout ça, c'est très présent. J'ai aucune volonté d'effacer justement toutes les traditions de pensée afrodescendantes. Ouais. J'ose espérer que c'est pas l'impression que je vous ai donnée. Voilà. Oui. Oui. Je voulais juste faire un parallèle avec ce que disait Françoise Vergès. En fait, j'aime pas être filmée, désolée, si vous pouvez couper sans moi. Je voulais faire un parallèle avec ce que disait Françoise Vergès. Quand Vergès vous disiez qu'il fallait se demander également ce que la colonisation et l'esclavage, enfin, je résume un peu mal, mais avaient produit sur leur même, ce qui se retournait dans les pays colonisateurs. Alors je voulais savoir, dans cet effet de corps de figure, est-ce qu'on peut... je ne sais pas si c'est pertinent de dire ça, peut-être que c'est trop surestimé les effets négatifs que ça peut avoir sur l'identité blanche, mais est-ce que le fait de se séparer d'une partie de soi d'une certaine manière pour la livrer à un corps doublure, est-ce que ça n'a pas, on ne peut pas estimer que ça a provoqué chez les blancs une perte d'identité, qu'ils essaient d'effacer pour d'identité concrète, ils essaient d'effacer par une espèce d'identité abstraite de l'homme universel.
Oui, je disais justement que, effectivement, là, quand je répondais à l'ENETEM, je disais que ça avait des effets, effectivement, délétères sur les corps doublures, donc notamment, effectivement, le fait qu'à chaque fois, on se pense par rapport à un autre qui est le modèle, etc., et qu'on devient d'une certaine manière, mais que si on prend du côté, effectivement, j'allais dire, de ce qui a été historiquement le maître, donc effectivement, du blanc, ça a aussi des effets délétères d'une certaine façon, même si on en tire un profit et d'une certaine façon une position quand même bien plus aisée, qui est de se croire souverain, en fait. Qui est de se croire souverain, c'est-à-dire qu'on croit qu'on ne peut finalement accéder à une certaine forme de dignité que parce qu'on nie toute forme de dépendance aux autres. Donc être libre, c'est être indépendant des autres. C'est vraiment cette idée-là. Et justement, tout ce que théories féministes autour du CAIR, etc., ont montré d'une certaine façon, c'est que il faut, en fait, les conditions matérielles de possibilité de cette souveraineté-là, en réalité, c'est la dépendance d'autres corps. C'est qu'il y a d'autres corps qui sont là et qui vous portent d'une certaine... Vraiment, qui vous portent littéralement. Arriver même à un certain... depuis petit, quand on revient à un certain âge, ils vous portent littéralement. Donc du coup, ça a aussi effectivement une forme d'abstraction qui est cette fameuse violence aussi dont je parlais tout à l'heure, qui est le déni de reconnaissance de la manière dont ces autres qui nous portent font partie de nous, en fait. Ils sont je pense que c'est toujours intéressant aussi, même dans les phénomènes de racisme, même, au sens même contemporain du terme, c'est-à-dire toujours cette idée, mais pourquoi, par exemple, sur les questions migratoires et tout, mais pourquoi viennent-ils, pourquoi est-ce qu'ils sont, ce sont des étrangers, etc. Et c'est parce qu'on nie complètement toute cette histoire coloniale qui faisait que ces personnes, mais en plus fait partie de nous-mêmes qu'on ne pourrait l'imaginer. C'est une histoire, je trouve tendance à dire que la colonisation, et l'esclavage a fortiori, est une histoire familiale, pas une histoire intime. Voilà. Donc en ce sens-là, oui, effectivement, c'est une forme de rapport à soi assez abstrait. Est-ce qu'on prend trois en même temps? Allez, on en prend en même temps, oui. C'est mieux pour les... Oui, c'était pour répondre un peu sur cette question. Merci, c'est très intéressant tout ça. Alors, il y a des difficultés quand même de généralisation, effectivement. Je prends comme ça la première remarque, parce qu'en fait, si on met à côté la traite des esclaves, les mélanésiennes, d'autres traditions, voilà, on met ensemble plein de configurations aussi ontologiques, métaphysiques, qui parfois diffèrent pas mal, non? Et dans ce sens, moi j'ai eu mon expérience de terrain chez les Amérindiens, donc voilà, autre chose encore. Sur cette dernière question, justement, c'est très intéressant de dire les gouvernements des autres pour arriver au gouvernement de soi-même. Je vois bien qu'est-ce que ça veut dire. Par contre, moi, les Amérindiens, tout simplement, ils m'ont fait le discours de l'indépendance. C'est-à-dire, ils disent, arriver à se gouverner soi-même, ça signifie ne pas être gouverné. Donc, comment mettre ensemble ce genre de questions? Moi, je crois que quand on est là, disons à l'université, on a tout le temps un point de vue, si vous voulez, une perspective un peu extériorisante. C'est-à-dire que les rapports au corps, aux configurations sociopolitiques, etc., est quand même un point de vue d'objectivation dans les discours qu'on fait. Alors, il faut bien voir que ce peuple-là, souvent quand il parle et quand il parle de ces questions, ils ont un point de vue subjectivant au 100%. Donc, je vois bien comme ça l'objection, voilà, qui vient d'être faite, dans le sens que je ne crois pas que ce sera facile de trouver. Voilà. Pour ma part, je dis un Amérindien, mais je ne pas un esclave marron qui lutte pour sa liberté aussi, faire un discours sur le dédoublement dans ce sens-là. Okay? C'est-à-dire que le discours vécu est tout le temps le discours de l'indépendance. Je répondrai après. Si j'ai compris. Il faudrait, disons, mettre au clair le fait qu'on est dans des démarches
démarche quand même d'énonciation différente à chaque fois. Je pense qu'il y a eu un... Bon, après, je reviendrai sur la... Je vais prendre une deuxième question, comme ça je ferai des réponses. C'est une question pour les deux. Je vous remercie pour toutes les deux analyses. Je voudrais savoir de la perspective du féminisme tel que vous le concevez, comment le féminisme peut contribuer à cette... ou quel type de féminisme peut contribuer à résoudre ces problèmes, ces traumas, ces névroses dès l'intérieur de l'Europe. Je pense que même les théories que j'entends ici, mais ce n'est pas mon champ d'expertise, même les féminismes décoloniaux, entre guillemets, qui sont repris ici, parfois, elles manquent... non, je vais pas dire ça. Il y a un féminisme décolonial en Amérique latine dont je pense qu'on peut apprendre énormément, qui traite justement les problèmes de la mémoire, tout ce dont tu as parlé, un refoulement, quelque chose qui est fort clos dans la mémoire du sujet, qui est aussi la forclusion d'un passé et d'un présent colonial, notamment dans le travail d'Erita Segato. Il y a une conceptualisation très profonde à ce niveau-là, et aussi des alternatives très fortes dont elle s'inspire. Elle fait une distinction entre binarisme et dualisme, et puis à partir de là, elle propose une logique féministe qui est d'un ordre, pour moi, très différente de celles que j'ai entendues dans les féminismes tels qu'ils sont conceptualisés au Nord. Donc je voudrais savoir, pour vous, quand vous parlez de féminisme marron ou de féminisme décolonial, quels sont les outils qui peuvent contribuer à traiter ce type de maladies ou enfin, ce type de problèmes qui viennent avec l'histoire coloniale ici en Europe. Comment les féminismes peuvent apporter, dans quel sens c'est une politique féministe parce que je sens que vous avez fait un diagnostic très intéressant qui met en lumière beaucoup de problèmes. Et toi, Oulia, tu as montré les rapports entre la vie psychique du pouvoir colonial, donc les rapports entre histoire et psyché. Et pourtant, j'aimerais bien, quelles sont les clés que vous prenez du féminisme, quel type de féminisme, et en quoi ça constitue un féminisme décolonial. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de reprendre les contenus de l'histoire coloniale, mais il y a quelque chose je crois que le féminisme colonial est plus profond, donc je pense que c'est les mouvements afro-colombiens et celle d'Erita Segato, et ce que je connais, elles sont une conceptualisation très très forte. Et ici, vous, comment Lina, je suis absolument désolé de faire... Vous aurez un atelier cet après-midi, je pense. Je ne sais pas si... Oui, mais moi je pourrais répondre en une phrase, mais... ça fait qu'on ne va pas pouvoir donner d'espace à Bintou Dembélé. Oui, d'accord. Voilà, je suis obligé là. Ça marche. Un peu... Je réponds juste alors à la première question vite fait. En fait, quand je disais que je proposais d'inverser la fameuse hypothèse de théorie politique là où c'est le gouvernement des autres en fait qui est la condition du gouvernement de soi, c'est du point de vue occidental, c'est pas du point de vue de la pensée occidentale du gouvernement, absolument pas du point de vue justement des autochtones, etc. Parce que ce dont tu parles, en fait, c'est le gouvernement de soi, c'est l'indépendance et la conjuration de l'idée de gouvernement, en fait. C'est vraiment ça, c'est la conjuration de l'idée de gouvernement. Donc, c'est absolument pas contradictoire, au contraire, j'allais dire. C'est l'arme extérieure, c'est genre il y avait tout un parti. Oui. Oui, est extérieur, oui. Et c'est pour... Alors là, c'était l'âme est extérieure, et je précisais pour tout ce qui est justement des cultures dites totémiques. Ouais, parce que j'ai parlé du totem, etc. Ouais, culture totémique dans ce cadre-là. Ouais. Et là, c'est pas le cas pour effectivement les Amérindiens dont tu parles. Ouais. Et Françoise, moi, j'ai pas une question. Je voulais juste signaler peut-être dans cette histoire de doublure. Il y a toute la peinture européenne qui présente une femme blanche avec une femme noire, et que jusqu'au XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, aucun personnage noir ne regarde
le spectateur. Ils ne sont toujours pas regardant le maître, parce qu'il n'existe que par le maître. Donc quand tu vois les tableaux du XVIIIe siècle, avec la femme blanche et la femme esclave domestique à côté, ou l'homme blanc et le domestique, l'esclave domestique regarde son maître. Et le maître regarde, comme dans toutes les peintures. Et donc là, il y a un truc de vraiment bon, alors évidemment, c'est aussi pour faire ressortir le teint blanc de la femme et le teint blanc de l'homme, mais il y a quelque chose qui passe par le regard, alors que c'est au moment de la Révolution française qu'il y a les premières représentations de noirs regardant le public, regardant le spectateur, qui sont de face. Donc c'est les premières peintures au moment de la Révolution française, qui sont d'ailleurs problématiques aussi pour d'autres raisons, mais il y a comme ça aussi une construction de corps au moment de la Révolution française, on commence à avoir des noirs seuls. Ils ne sont pas constamment avec des blancs dans la peinture, en relation avec des blancs. Je veux dire, je parle de portraits, je ne parle pas de paysages, de plantations, de choses comme ça, là où on voit des noirs dans la plantation, je parle des portraits. Et les portraits, c'est la Révolution française qui va faire basculer un peu, qui fait que les noirs ne sont pas en portrait, mais non pas en relation toujours, et regardant de face. Les premiers qui regardent de face sont à ce moment-là au début des XIXe. Donc il y a aussi un changement, et c'est la révolution évidemment haïtienne va influer sur ces représentations. Bon, c'était juste une remarque que je voulais faire. Et d'autre part, pour moi, le marronnage, en fait, dernière remarque, c'est il y a quelque chose pour moi, je l'ai vu quand je me suis réinterrogée sur qu'on entend tout le temps aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Les choses sont comme ça, le capitalisme est là, voilà, il n'y a pas. C'est naturel comme le jour et la nuit. Et je pensais donc que l'esclavage, il avait été aussi naturalisé comme le jour et la nuit. L'Église trouvait que c'était normal, l'État trouvait que c'était normal, la culture, le droit, tout ça trouvait normal. Et que donc dans cette charte comme ça, il y a un déchirement, une rupture qui est opérée par les marrons en disant si, il y a une alternative. Et pour moi, donc le marronnage était cette utopie aussi, mais au bon sens du terme, pas celle qui mène à la dystopie dans le récit traditionnel européen, que toute utopie doit être suivie par une dystopie, toute révolution doit se finir dans le goulag, et le sang et la terreur. Non, là c'était justement quelque chose qui est possible et qui va comme ça et qui déchire justement l'imposition d'une naturalisation. Et donc qui ouvre une possibilité, un champ, et après c'est pas dans la réalisation, c'est plutôt justement dans la pensée en action. Pour moi le marronnage est une pensée en action, une pratique en action qui constamment réouvre les choses. Et d'autre part, et ensuite parce qu'elle a une temporalité qui n'est pas du tout la temporalité occidentale de la lutte, puisqu'elle sait qu'elle va être longue. Elle ne s'arrête jamais, parce que les premiers marrons, ils n'ont pas gagné, ils continuent, et donc je trouve que ça propose aussi une autre temporalité qui justement n'arrive pas à un point rupture du style la crise du palais d'hiver ou la crise de la Bastille, mais montre que les choses, c'est tous les jours, il faut faire la révolution. Tous les matins en se levant, il faut s'y mettre. Voilà, c'est juste là.